Christian, merci d'être parmi nous. Donc on va recueillir ton témoignage pour notre banque de témoignages. On va commencer de manière extrêmement formelle mais habituelle. Est-ce que tu peux nous retracer rapidement ton parcours, au moins universitaire, pour nous expliquer comment... Universitaire, ça va être extrêmement rapide. Ou avant, si tu en ressens le besoin, mais qu'est-ce qui explique dans les premières années pourquoi tes choix de carrière et d'orientation? Qu'est-ce qui a fait que j'ai mis le doigt dans le Minitel? J'ai eu mon premier ordinateur en 81. C'était quoi? Un TRS-80, modèle 1, niveau 2, 16K, avec son lecteur de cassette. La personne qui m'a initié à l'informatique, c'était mon prof de physique en 4e, qui nous donnait des petites initiations à l'heure de la cantine, entre midi et 2. Donc de manière buissonnière, c'était pas lié au grand plan d'équipement? Oh là là, non, il n'y en avait pas encore à l'époque, c'est venu plus tard. L'informatique pour tous et tout ça, c'est venu après. Donc ça, c'était 79, 80. Et j'ai appris à programmer sur une HP 41C. Voilà. Donc ensuite, j'ai déménagé. À Marseille, il y avait un club informatique, un Goupil 2, des disquettes, super. Un club indépendant qui était rattaché à une fédération? Non, c'était un club au sein du lycée. Et puis ensuite j'ai eu mon premier ordinateur, donc mai-juin 81. J'ai changé donc du TRS-80, je suis passé à l'Apple II en 84, à peu près au moment où je passais le bac. C'est le moment où je pense que je suis allé chercher le Minitel de ma grand-mère à l'agence commerciale France Télécom, un magnifique Matra M1 que j'ai toujours. Et puis je me suis très vite intéressé à ce terminal. Il est bête, il y a quoi de l'autre côté? Il y avait des microserveurs qui commençaient à exister mais qui étaient un peu sur la mode des BBS, donc plutôt texte, pas de graphique, etc. Tu te souviens un peu des BBS auxquels tu participais ou tu consultais? Je suis pas allé sur beaucoup de trucs. Très très rapidement, j'ai voulu faire plutôt que de consommer. J'ai voulu faire, apprendre comment ça fonctionnait. Un modem coûtait horriblement cher à l'époque. Donc j'avais un Apple II. La Rolls sur l'Apple II, c'était la carte Appletel. Voilà, c'était vraiment la Rolls-Royce. Un Minitel dans l'Apple II, parce que c'était toute l'électronique d'un Minitel, sauf l'écran bien sûr. Ça coûtait très cher une carte Appletel, c'était je crois 6500 francs à peu près. J'allais régulièrement au Radio Club de Saint-Maur. Il y avait des affreux pirates. J'ai dû acheter pour 100 francs un cuivre, c'est-à-dire un circuit imprimé nu. Et je me suis monté ma carte Appletel moi-même. Tu peux nous dire juste deux mots de ce club de radio amateur, parce que c'est intéressant de voir les connexions transmédia en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils faisaient Qu'est-ce qu'on faisait? De la bidouille électronique. Donc il y avait pas mal de gens qui venaient avec des circuits, des plaques vierges, et puis on se refabriquait des trucs, on n'hésitait pas à sortir le fer à souder. Et puis franchement, c'était un repère de copies de logiciels. Donc, vous déplombiez les logiciels? Non, on ne déplombait pas, on n'allait pas jusque-là, on ne déplombait pas, il y a des gens qui faisaient déjà ça très bien. Donc je ne suis pas un pirate dans ce genre où j'ai pas déplombé des logiciels, c'était pas trop mon truc. Et j'avais un copain, en fait, il se faisait de l'argent de poche en achetant des lots de disquettes vierges, en venant avec ses lots de disquettes vierges au Radio Club, et avec un lot de nouveaux logiciels, et du coup, les gens lui achetaient des disquettes vierges pour copier les logiciels, et il se faisait de l'argent de poche comme ça. Donc j'étais toujours un peu fourré au Radio Club pour cette raison-là. Et voilà. Donc il y a pas mal de petites cartes que j'ai fait comme ça, mais bon, la plus grosse et la plus compliquée, ça a quand même été la carte Appletel. À partir de quand tu commences à produire? C'est-à-dire, tu disais, je suis plus intéressé par le faire. Ton existence sur les réseaux commence quand? Mon existence, ça a été fin 84 en fait. Fin 84, j'ai commencé à... Il y avait des logiciels pour faire des serveurs, des micro-serveurs sur l'Apple II avec la carte Appletel, mais j'étais pas très satisfait de la façon dont il fonctionnait. Et puis j'ai eu la doc technique de la carte Appletel, donc les points d'appel de la ROM de la carte Appletel.
Et du coup, je me suis écrit mon propre logiciel à ma façon, qui me plaisait beaucoup plus, qui était plus facile à utiliser. Et c'est devenu, je l'ai appelé Christelle. Je m'appelle Christian, Minitel, téléphone, Christelle, voilà. J'ai commencé à le vendre un peu. Et en fait, j'ai créé ma société. À peu près un an après, la société a été créée en août 85. Et entre autres pour vendre ce logiciel. Voilà, ça a été un des usages, enfin, une des raisons pour lesquelles la société a été créée. J'ai arrêté mes études, donc mon parcours universitaire s'est arrêté à ce que j'appelle humoristiquement bac plus 3, c'est-à-dire le bac plus 3 mois de maths sup. Et puis après, voilà, je suis passé à vraiment vendre ces serveurs Minitel parce que et j'ai fait d'autres petites bidouilles qui étaient moins du côté serveur. Par exemple, j'avais fait un truc avec un magnétophone et puis un câble qu'on branchait sur la ligne téléphonique qui permettait d'enregistrer la communication et du coup ça faisait un enregistreur de page Minitel sur une simple cassette audio. Et après on remettait en lecture et ça remarchait dans l'autre sens. Et ce truc-là, ensuite, j'en ai fait une version en utilisant une bande sans fin. Ça permettait d'enregistrer sur la bande un diaporama vidéotexte. Donc on avait appelé ça le journal cyclique autonome, le JCA. C'était aussi le nom de notre société, mais ça, c'était les initiales des fondateurs. Et ce truc-là, on en a vendu. Il y avait des commerçants mettaient un Minitel dans leur vitrine, et puis il y avait des informations qui se diffusaient comme ça. Qui était sur une petite cassette audio, qui était une bande sans fin, quoi, c'est tout, c'était juste ça. Qui avais-tu comme client au début de l'histoire de JCA? C'était, ça a commencé vraiment de façon locale, des commerçants locaux, on a démarché localement, petit à petit. Et puis j'avais un associé qui lui était plus dans l'informatique de gestion, donc au début c'était JCA informatique. Ensuite, on est devenu JCA télématique parce qu'on n'a fait que du Minitel, on s'est vraiment spécialisé là-dessus. On a arrêté tout ce qui était informatique de gestion, c'était pas notre truc. Plus tard, la société est devenue JCA tout court quand on a mis quelques pieds sur Internet. Et voilà, donc il y a eu des différentes phases de transition. Donc ta gamme de produits, c'est du logiciel. Alors ça a été du logiciel, c'était un peu de hardware comme ça, on a vendu aussi un peu de matériel. Et puis de l'hébergement, donc création de pages, hébergement de services, sur un magnifique serveur multivoix en RTC, où on avait 4 Apple II en parallèle, tous connectés par un disque dur en réseau. C'était pas un réseau informatique, hein, c'était plusieurs machines pouvaient utiliser le même disque dur en même temps. Donc voilà. Et en 86, début 86, contacté par Apple, on est devenu revendeur à valeur ajoutée. On ne pouvait pas vendre du matériel sans notre service. On n'était pas un simple revendeur. Et Apple nous a contactés parce qu'ils étaient en train de développer l'Apple II GS, le remplaçant de l'Apple II. Et ils nous voulaient comme bêta-testeurs. Donc on a bossé sur des prototypes, je suis allé à Cupertino, enfin voilà, on a fait des trucs comme ça. Et on a fait notre première expo à Apple Expo en 86, juin 86, à la Grande Halle de la Villette. Très belle expo. Et là, on découvre sur un autre stand le produit qui m'a fait rêver, Dragster. Serveur sur Macintosh, multivoix, multitâche. Et là, je me suis dit, ok, l'Apple II, c'est terminé, on oublie l'Apple II GS. Désolé Apple, mais là, ça arrive un peu trop tard, on bascule sur le Mac, quoi. Et là, à partir de 86, le Mac. On a bossé que sur Dragster, on a tout arrêté ce qu'était l'Apple II. Ça change tes clients? Oui, ça change mes clients, parce que là, les toutes premières versions de Dragster ne fonctionnaient que sur réseau téléphonique commuté, mais était en préparation une version X25 pour pouvoir faire des services sur Transpac. Donc là, ça changeait complètement la donne, quoi.
Voilà, autre dimension. Alors, à qui vas-tu vendre la solution avec Dragstar? Ça a commencé en 86, mais jusqu'à l'arrêt de ma société, c'est-à-dire jusqu'en 98. Donc pendant 12 ans, on a fait du Dragster. En 90, on a racheté le produit. Donc on est devenu propriétaire du produit, que j'ai fait évoluer moi-même directement pendant 8-10 ans. Alors nos clients, ça a été de tout. On a eu des gros clients. Le plus gros serveur que j'ai installé, ça a été pour le jeu télévisé La Roue de la Fortune, où là, on a installé dans un premier temps 2 serveurs en parallèle avec 64 voix chacun, donc 128 accès simultanés. Mais il y avait tellement d'appels qu'on a tout de suite doublé la capacité pour passer à 4 serveurs de 64 voix, donc 256 accès simultanés. C'est le plus gros truc que j'ai fait. Sinon, comme client, on a eu la FNAC, la Caisse nationale de prévoyance, des sociétés d'assurance, le NIC France, qui est devenu la FNIC après, donc, le 14 NIC France, c'est nous qui l'avons fait. J'en ai un backup, c'est assez marrant à voir. On a fait des trucs aussi que j'avais oubliés, c'est assez marrant parce que donc, ces derniers mois, j'ai restauré tout ça. Je suis tombé sur des trucs, j'avais complètement oublié qu'on avait fait ça. On avait comme client l'importateur des montres Polar, une marque qui existe toujours, qui fait des montres qui déjà à l'époque, donc 90 à peu près, faisait des montres qui mesuraient la fréquence cardiaque et ce genre de choses. Et on avait fait un service Minitel où on pouvait brancher sa montre sur le Minitel, uploader le contenu de l'enregistrement de la journée, visualiser le graphique sur l'écran du Minitel, mais aussi permettre à un médecin, soit sportif, soit un cardiologue, de pouvoir voir les enregistrements de son patient. Donc on faisait des montres connectées, de la télémédecine, voilà, et ça j'avais complètement oublié. J'avais vraiment oublié. On avait comme client aussi, par exemple, 3617 Pronos, c'était des pronostics hippiques. Et là, télétravail, il y avait des pronostiqueurs qui travaillaient de chez eux, saisissaient leurs pronostics par Minitel qui étaient affichés sur le site. La FNAC l'utilisait pour faire des remontées de leur contrôle de gestion, donc qui leur a permis de gagner, je crois, une journée dans la remontée des informations entre les magasins et le siège. Et même si ça leur avait coûté un peu d'argent, ce qu'on leur avait fait, ils l'avaient amorti parce que ça leur faisait une journée de plus pendant laquelle ils pouvaient placer de l'argent. On a fait vraiment des moutons à 5 pattes. Parce qu'on était une petite entreprise, et évidemment par rapport aux gros sur la place de l'époque, les Steria, les trucs comme ça, on pouvait répondre à vraiment les moutons à 5 pattes. La Roue de la Fortune, c'est vraiment un exemple pour moi. Le producteur arrive un peu en urgence parce que il avait déjà enregistré les émissions où il annonçait le code d'accès de son service pour pouvoir se présélectionner. Et il était allé voir tous les gros de la place et personne n'était capable de mettre ça en place en quelques semaines. Il est venu nous voir en dernier, donc nous, c'était plus quelques semaines pour le faire, c'était quelques jours. Je crois qu'on a tout développé et mis en place en à peu près 8-10 jours. Et il a obtenu sa ligne Transpac et ses codes d'accès dans des délais à peu près aussi courts que ça. No comment sur le côté bras long assez efficace dans certains cas. Mais voilà quoi, donc voilà, petite boîte réactive. On a fait des résultats d'élection avec RTL9. On a fait plein de trucs. Vraiment beaucoup de choses très variées. Donc, pas uniquement des services fondés sur la consultation, mais au-delà, une offre de services très développée qui permet donc à JCA d'avoir une grande variété de clients. Du téléchargement de fichiers dans les deux sens. On a vraiment exploré plein de trucs. J'aurais pu te la poser plus tard, mais devant la diversité des services que tu évoques, on a envie de demander qu'est-ce qu'il y avait sur la télématique,
enfin plutôt qu'est-ce qu'il y a sur Internet qu'il n'y a pas eu sur la télématique en matière d'offres de services. On a l'impression que tout a été inventé à ce moment-là. Je dirais l'essentiel a été exploré. C'était plutôt les limites technologiques qui faisaient que, oui, on ne pouvait pas envisager de la vidéo, on ne pouvait pas envisager de l'audio. Le côté multimédia manquait au Minitel. Même s'il y a eu des choses qui ont été faites avec des sortes de palliatifs. Par exemple, des vidéodisques connectés à des Minitel pour pouvoir afficher des séquences vidéo, des photos, des trucs comme ça. Oui, je pense que c'est vraiment le côté multimédia et haut débit qu'on n'avait pas. À ce moment-là, est-ce que lorsqu'on programme soi-même des solutions, on est conscient de ces limitations? Comment est-ce qu'on les aborde? Alors, on n'est pas forcément conscient des limitations parce que on ne peut pas se rendre compte d'un manque quand on n'a jamais connu autre chose. Mais en même temps, on sait qu'on a des contraintes techniques qui font que, bah oui, c'est 1200 mots, c'est 40 colonnes, c'est 24 lignes, les caractères semi-graphiques, c'est quand même vachement limité. Même si ensuite on a eu, avec les Minitel 2, le DRCS, les caractères redéfinissables et tout ça, et puis si on a commencé aussi à travailler sur le Minitel photo, et donc TVR, tel était la vitesse rapide, enfin rapide, 9600 mots, quoi, c'est pas non plus de délire. On avait quand même une contrainte qui était le parc installé. Et même si on avait des nouveaux terminaux qui apparaissaient avec des nouvelles fonctionnalités, c'était difficile de baser des services, des contenus, que sur des terminaux qui allaient représenter que quelques pourcents du parc. Donc finalement, on a eu une sorte de nivellement par le bas automatique parce qu'on voulait s'adresser à un très large public. Et je pense a posteriori que une des plus grandes erreurs dans le déploiement du Minitel, ça a été de concevoir un terminal qui n'était absolument pas évolutif. Moi, si je pouvais réécrire l'histoire, je ferais juste un truc, un changement dans les terminaux, c'est je mettrais toute la partie modem et génération vidéo et le peu d'intelligence qu'il y a sur une carte modulaire qu'on aurait pu remplacer. On aurait gardé toute la partie alimentation, vidéo, clavier, qui, elle, n'aurait pas eu tant besoin d'évoluer que ça. Mais au moins, voilà, mettre sur une carte fille, échangeable. On aurait pu du coup passer à un modem un peu plus rapide, passer à une vidéo un peu plus évoluée, etc. etc. Et c'est ce côté fermé. Et il n'y a pas longtemps, en réfléchissant au truc, je me dis mais pourquoi France Télécom a eu cette logique-là? Est-ce qu'ils ont calqué le modèle du téléphone qu'ils fournissaient avec la ligne et les gens n'en changeaient pas, on gardait son téléphone pendant 20 ans, 30 ans, c'était normal. Est-ce qu'ils ont eu cette même culture par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres considérations plus machiavéliques? J'en sais rien, c'est possible. Mais du coup, on s'est retrouvé bloqué. En gros, le standard, c'était le Minitel bistandard. Alors, avant d'aborder tes relations avec l'administration, JCA se positionne comment dans ce marché des manufacturiers de services? Qu'est-ce que tu as comme autre? Tu as des concurrents? Quel lien vous avez? Alors, j'ai des concurrents qui sont des gros, mais je dirais, on est le petit hors-bord qui peut faire des trucs que les gros paquebots n'arrivent pas à faire. Voilà. Donc, un peu marché de niche, mouton à 5 pattes, pas hyper rentable d'ailleurs, faire des moutons à 5 pattes. C'est super intéressant parce qu'on ne fait jamais deux fois la même chose, mais c'est pas rentable de ne pas faire deux fois la même chose. Donc, je ne suis pas devenu millionnaire avec cette entreprise. C'était ma question que je gardais pour la fin. Je ne suis pas devenu millionnaire. Bon, nobody's perfect. Voilà. Et puis, on n'a pas mis non plus le doigt dans des domaines comme les messageries. Alors pourquoi? Parce que c'était, je pense... là, c'était pas un problème technique.
c'était en fait un problème de communication, c'est-à-dire il fallait les faire connaître, il fallait amener un flux, il fallait faire de la publicité, il fallait investir en publicité pour avoir des gens qui viennent pour que du coup ça devienne rentable. Et puis nous-mêmes, on n'a pas voulu rentrer dans une logique de fourniture de services parce qu'on se retrouvait, on avait une sorte d'éthique qui voulait que on est un prestataire, on ne va pas se mettre en concurrence avec nos propres clients. Donc, voilà. Est-ce que sur le marché, il y a des entreprises qui ont la taille de JCA, l'agilité de JCA? Oui, on avait des concurrents. On avait un concurrent qui travaillait aussi sur Macintosh, avec qui à un moment on a envisagé de se rapprocher et de travailler vraiment ensemble. Puis ça, c'est pas fait, on est resté vraiment concurrents. Il y avait des concurrents sur du PC, il y avait des boîtes comme Servotel, il y avait pas mal de petites entreprises qui proposaient du matériel, du logiciel, éventuellement de l'hébergement. Donc nous déjà, on faisait et de l'hébergement et la fourniture des outils. On vendait les outils qu'on utilisait nous-mêmes. Donc il y avait un côté qui était quand même assez intéressant, c'est le principe aujourd'hui qu'on appelle le Eat Your Own Dog Food. Donc ouais, on consommait nos propres logiciels. Et on n'était pas simplement je fais un logiciel et puis voilà. Non, je l'utilisais. Donc on le faisait évoluer parce qu'on en avait besoin aussi et du coup nos clients en bénéficiaient. Donc je pense que c'était assez intéressant aussi pour ça. Sur l'ensemble de l'existence de JCA, tu peux évaluer la demande, l'évolution? Est-ce qu'il y a eu un démarrage très fort? Est-ce qu'au contraire vous avez eu du mal à vous faire connaître et puis peut-être que la demande a été un peu faible? Non, un démarrage assez fort. Moi j'ai un souvenir d'un démarrage assez fort. Les premiers salons Vidéotex organisés par Vidéotex Magazine, je crois. Au PLM Saint-Jacques, par exemple, je me rappelle bien, il y avait du monde, on avait quand même... Il y a eu un démarrage assez rapide, quoi. Tout le monde voulait pas forcément son serveur Minitel, mais il y avait quand même une forte demande. Que j'ai retrouvé après avec l'arrivée d'Internet. On a retrouvé à peu près le même phénomène, avec un phénomène d'évangélisme au début où on est obligé d'expliquer aux gens ce que c'est. Donc là, ils n'ont pas le vocabulaire, on est obligé vraiment de partir de zéro, de leur dire ce qu'on peut faire et tout. Je dirais qu'en première année où on a parlé... le Minitel, c'était porteur. De toute façon, là, il n'y a pas eu besoin de faire cet évangélisme. France Télécom, justement, le faisait. Incitait et ses abonnés au téléphone à prendre un Minitel plutôt que l'annuaire papier. J'ai retrouvé des documents avec « ça y est, il est arrivé ». Bon, il y a vraiment, on sent vraiment le côté créer une demande de ce côté-là, avec aussi une communication ciblée vers les entreprises. Donc, il faisait ce boulot-là. On n'avait pas besoin de convaincre les entreprises sur le fait qu'il fallait être présent sur Minitel et qu'il y avait un intérêt à le faire, et qu'il y avait un marché derrière, et qu'il y avait des gens derrière. C'est parti très vite, en fait. À partir de quand ça se tasse? Est-ce que toi, tu l'as vécu dans JCA, le tassement? Je n'ai pas vraiment de souvenir. L'acné, c'est 93-94. Je n'ai pas vraiment de souvenir, et puis en fait on ne l'a pas remarqué parce que j'ai commencé à mettre le doigt dans Internet en 94. Alors avant d'aborder la question Internet, tes relations avec l'administration Alors, je dirais au début compliqué. Sur ma période microserveur et tout ça, j'avais même créé une association, l'association des microserveurs, parce que France Télécom nous mettait des bâtons dans les roues. Entre autres, on essayait de minimiser le coût des abonnements téléphoniques, parce que nos microserveurs ne nous rapportaient rien. Nos petits serveurs de bidouilleurs, de hackers, ça ne nous rapportait rien. Et donc, on payait nos machines, on payait nos modems, on payait notre abonnement téléphonique, donc on prenait des lignes qui coûtaient les moins chères, donc c'était les lignes spécialisées arrivées, on ne pouvait pas appeler avec, donc les lignes SPB. Et à un moment, il y a eu une
sorte de surtaxe sur ces lignes. Je me rappelle plus très bien les détails, mais à un moment, elles ont coûté plus cher. Pour défaut d'usage ou je sais pas quoi. On se retrouvait avec des trucs un peu aberrants. Et puis, on a eu aussi l'évolution des tarifs du téléphone. Et au début, une communication téléphonique locale, ça coûtait une taxe de base, quel que soit le temps où on restait en communication. Et puis après, c'est passé à une taxe de base, je ne sais plus, toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes. Donc, le côté je me connecte à un serveur local et ça ne me coûte rien et je peux rester longtemps dessus a disparu. Voilà. Télétel, Transpac, tout ça, c'était beaucoup trop cher, c'était inaccessible. Donc, il y avait un côté militant. Bon, et puis après, je suis rentré dans le rang, je dirais, parce que quand on a commencé à avoir des outils qui nous permettaient de faire des serveurs sur Transpac, etc. Bon, ok. Là, le business a pris le pas sur le truc. Et alors, quelle relation tu avais en tant qu'entrepreneur ensuite? Des relations plutôt bonnes. J'ai un bon souvenir. Par exemple, quand sur une expo, on avait besoin d'un Minitel couleur, France Télécom nous en prêtait un, ou on le louait pas trop cher. On n'en avait pas en permanence parce que ça ne servait à rien. On a dû avoir un Minitel portable aussi sur une expo, alors qu'on n'en avait pas en permanence, ça ne nous servait pas. On a eu des protos de Minitel photo, qui étaient dans un M2 Philips gris, je me rappelle. Donc voilà, il y a eu un accompagnement quand même. Et puis, je me rappelle, il y avait la direction locale avec qui on passait nos dossiers de demande de code d'accès Télétel. Donc on était en relation assez régulière avec, pour nous ou pour nos clients. Voilà. Au début, c'était un peu compliqué, parce qu'obtenir un mnémonique Télétel, fallait un numéro de commission paritaire, mais c'était pas forcément la faute de France Télécom, si c'est comme ça qu'on le percevait. Donc, au début, par exemple, on s'est beaucoup associé avec des radios libres, parce que les radios libres avaient un numéro de commission paritaire et du coup pouvaient assez facilement obtenir des mnémoniques. Et puis, c'était quand même des gens assez cool, libertaires, machin, donc c'était facile de faire des trucs avec eux. Donc, on a fait. Je me rappelle qu'on a travaillé par exemple avec Radio Voltage. Donc j'ai retrouvé leur site et tout, donc radio qui existe toujours, c'est assez marrant. J'avais aussi des bons contacts avec 95.2. Voilà, donc c'est... Sur la réalisation des services et l'habillage, entre guillemets, qui fait ça chez JCA? Est-ce que tout le monde a une espèce de compétence diffuse pour présenter les services? Non. Vous avez un graphiste attitré? On a un graphiste, Thierry, notre graphiste, qui avait une formation un peu artistique, il me semble, et s'est passionné pour ça et s'est mis à faire du graphisme. Alors au début, on composait nos écrans. Moi, au tout début, j'ai bricolé des trucs moi-même sur l'Apple II. J'avais fait un logiciel que j'avais appelé Rembrandt. Je suis le seul utilisateur de ce logiciel absolument infâme. Et puis après, on a découvert un logiciel qui était génial et que je trouve encore génial aujourd'hui. Je l'ai montré ce matin à quelqu'un. Ils m'ont dit c'est super. Qui s'appelle SouriGraph, qui marchait sur Apple II avec une carte Appletel et une souris, parce qu'il y avait aussi des souris qu'on pouvait ajouter sur l'Apple II. Et je l'utilise encore. Encore aujourd'hui, je l'utilise parce que je trouve qu'il est super pratique à utiliser. SouriGraph. Et c'était PA Informatique qui faisait ça. Et donc ça doit être une version pirate que j'ai, mais qui marche encore très très bien. Et puis après, sur Macintosh, avec Dragster, il y avait un petit logiciel de composition, mais qui était assez rudimentaire. Il y a un logiciel génial qui est arrivé, qui a été fait par un journaliste de 95.2 qui s'appelle Philippe de Pardaillan, Graphitex, qui était vraiment révolutionnaire par rapport à tout ce qui existait. Franchement, là, il a cassé complètement les codes. Après, nous, on a fait un logiciel plus simple qui s'est appelé PicText. Et ensuite, on a eu un autre logiciel qui lui était
radicalement encore révolutionnaire, là je pense que c'est enterré encore sous Rigraph, qui s'appelait Scanex, qui a été fait par un jeune, il était même pas majeur, je me rappelle, Laurent, et j'ai pas encore pu le faire refonctionner parce que, évidemment, à l'époque, tout était protégé, on avait des protections hardware, des dongles, des trucs, des machins, des disquettes clés, des numéros de série. Ce qui est un gros problème pour les préservations numériques, ça. Sur l'aspect service, design du service, une des critiques qui a souvent été faite au service Minitel, c'est la lenteur de l'affichage. Est-ce que vous aviez une stratégie par rapport à ça, dans un sens ou dans un autre? La lenteur, ça pouvait... Parfois, la lenteur, elle pouvait venir de plein de choses. Elle pouvait venir de Transpac, du réseau Télétel, de sous-dimensionnement, c'est un fait. Elle pouvait venir aussi d'une mauvaise conception des pages qui n'étaient pas très bien faites, des logiciels de composition qui n'optimisaient pas le code vidéo-texte au mieux. À titre d'anecdote, j'avais une archive de la page d'accueil de l'annuaire électronique vers 86. Et j'ai regardé, je l'ai un peu regardé par en dessous, elle n'était pas si optimisée que ça. Je l'ai réoptimisée, j'ai gagné à peu près 15% sur la taille, quoi. Mais je l'ai optimisé à la main, quoi. Donc, et vous, c'était quoi votre stratégie? Parce qu'on a souvent dit que certains services nous, allongeaient la durée de consultation. Nous, on n'avait pas de stratégie parce qu'on ne faisait pas de service. C'est nos clients qui faisaient des services. Donc, on essayait de faire des choses rapides. Maintenant, si y avait un choix de la part du client de ralentir, mais je dirais que ce n'était pas tellement dans les affichages des pages en elles-mêmes qu'il y avait des ralentissements. Ça pouvait être aussi dans la conception même de la navigation dans le service. Plus de profondeur pour aller chercher l'info. Voilà, par exemple, ou bien des informations. Je vais prendre j'ai un très très bon exemple. Le site de la Roue de la Fortune. Ce site ne servait aux gens qu'à s'inscrire pour pouvoir participer ensuite à des présélections physiques où ils allaient se rendre, ils avaient rendez-vous pour aller passer des présélections. Donc en fait, qu'est-ce qu'on avait besoin? On avait besoin de leurs coordonnées, éventuellement de leur faire passer un petit test, mais ça pouvait se résumer à quelques écrans. Là, je l'ai refait fonctionner. J'ai repassé le truc complet en m'inscrivant et tout, machin. Il y a plein d'écrans, il y a plein de faces qui servent à rien. C'est assez bien emballé pour ne pas être trop visible, flagrant, mais on aurait pu faire quelque chose qui allait 2 ou 3 fois plus vite. Mais bon, c'était rentable de faire que les gens restent connectés, de faire qu'ils rappellent quelques jours plus tard pour qu'on leur dise votre sélection. C'est-à-dire, ils s'enregistraient et il fallait qu'ils reviennent sur le service quelques jours après pour voir s'ils avaient été sélectionnés. On aurait pu les appeler au téléphone pour leur dire vous êtes sélectionnés. Non, c'est pas le choix qui avait été fait. Donc il y a des choix qui font que c'est efficace, c'est pas efficace, on fait tourner le compteur, on fait pas tourner le compteur. Mais nous, en tant qu'entreprise, on n'avait pas de stratégie par rapport à ça. On essayait plutôt de faire des choses rapides. Après, si les clients voulaient organiser leur service pour qu'il ne soit pas si rapide que ça, ils pouvaient le faire. Au niveau, avant qu'on passe au switch vers Internet, de cette entreprise JCA, il y avait combien de personnes au maximum de la taille de l'équipe? Au maximum, on a été 9, je crois. Et sur la période où on n'était que sur pure Minitel, donc on va dire avant 94-95, on devait être quoi, 6? Alors justement, 93-94, pic du nombre des terminaux présents dans la société française, et vous décidez d'entrer sur Internet. Alors pourquoi? Alors, pic, déjà, moi je comprends pas ce pic. Ils sont où les terminaux qui ont disparu? Ils les ont jetés, les gens, ils les ont... Dans les caves et les greniers. Voilà, ils n'étaient pas utilisés, quoi. Mais je pense qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas utilisés, y compris dans les 7 millions du pic, ça m'étonnerait que les 7 millions soient utilisés. L'administration n'a jamais communiqué sur l'effet placard, comme elle l'appelait. Ouais, après les premières factures qui font mal. Pourquoi Internet?
En fait, j'ai pas découvert Internet, j'ai commencé par découvrir un protocole qui s'appelle TCP/IP. Parce que je bossais à l'époque aussi, on travaillait avec une entreprise qui s'appelait ACI, qui est devenue 4D SA, qui faisait une base de données client-serveur et tout. Et j'ai travaillé sur les couches réseau de la version client-serveur de cette base de données. Alors, on était en très bon contact avec eux parce qu'on avait fait un pont entre Dragster et 4D qui permettait du coup d'interroger des bases de données 4D à partir d'un serveur Minitel et de faire des choses beaucoup plus évoluées. On avait vraiment besoin de bases de données plus évoluées. Donc, j'ai travaillé sur les couches réseau client-serveur de 4D et à la demande d'un de leurs gros clients, Renault avait besoin que le client et le serveur communiquent entre eux à travers un réseau IP. Jamais entendu parler de ça. C'est quoi? IP, TCP/IP. On est à quelle date là? 94. C'est à peu près ça. Oui. Ça doit être 93, 94. C'est-à-dire qu'avant 94, même personnellement, tu ne t'es jamais préoccupé de ce qui se passait outre-Atlantique Jamais entendu parler d'Internet. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que pour beaucoup de monde qui n'est pas dans le domaine universitaire, recherche et tout, on était beaucoup trop occupé avec le Minitel pour s'intéresser à ce genre de choses. Je connaissais des trucs alternatifs comme CompuServe, ce genre de choses, mais bon, c'était de l'ASCII, machin. Ça n'avait pas grand intérêt. On utilisait, en dehors du Minitel, un des réseaux qu'on utilisait, mais ça c'était à cause d'Apple, c'était Apple Link. Donc on utilisait Apple Link. On avait fait aussi des trucs, ah oui, ça c'est intéressant. C'était un protocole qui s'appelait Mac Workstation, qui permettait, ça, bon, faudrait fouiller, c'était vraiment un machin intéressant. Et je crois qu'on l'avait fait fonctionner à travers du Minitel. C'était en fait de faire une interface avec des fenêtres, des menus, des boutons, etc., mais qui était pilotée complètement par des commandes texte qu'on pouvait faire à distance. Et du coup, on pouvait recréer sur un Mac une interface d'application Mac, alors qu'en fait, cette application était distante et passait par un modem à basse vitesse, typiquement du 1275, ça pouvait aller. On a dû faire des trucs comme ça. Je pense que si je fouille, je vais retrouver des machins un peu bizarres de cet ordre-là. J'ai toujours été un peu R&D, ça a toujours été mon truc, à faire des trucs qui servent à rien, mais qui sont intéressants. Voilà. Et donc je reviens au Minitel. Voilà, donc on me demande de faire une communication réseau, une version client-serveur de 4D avec du TCP/IP. Donc je découvre Mac TCP, qui était la couche réseau TCP du Mac à l'époque. Et puis je découvre qu'il y a aussi un truc qui s'appelle Mac PPP, qui marche avec des modems, et que du coup on peut se connecter à un plus grand réseau qui marche avec ça. Et là, la claque, quoi, le choc. Première connexion sur WorldNet, je crois. Et avec un modem à 9006, un truc, et en 3-4 clics sous Gopher, parce que c'était même pas du web, je me retrouve dans une université américaine, puis dans une université de Tokyo, ou je sais pas quoi, et là je me prends la même claque que quand je suis passé de l'Apple II au Mac. L'avenir, il est là. C'est évident immédiatement pour toi. Évident, immédiat. Et alors, quel regard tu portes sur la télématique à ce moment-là? Tu te dis, il faut absolument qu'on switch et qu'on abandonne la télématique? Non, parce que c'est le gagne-pain. Faut pas déconner avec ça. Donc, le gagne-pain, c'est vraiment le Minitel, mais il y a tout un monde nouveau là qui est énorme et il faut vraiment qu'on s'y mette. Et donc moi, dans le genre on s'y met, c'est je vais me recoder moi-même tous les serveurs de base. C'est-à-dire serveur de messagerie, SMTP, POP3, serveur web, je me suis codé mon propre serveur web, Apache n'existait pas. Mon propre serveur FTP, voilà. Donc tous les trucs de base, j'ai même dû coder un serveur Gopher qui n'a pas dû servir à grand chose, parce que Gopher a disparu très très vite. Mais oui, et pour moi, ce besoin de coder moi-même les trucs, c'est j'ai besoin de savoir comment ça marche. Et me suffire de code écrit par d'autres, ça ne me va pas. Donc
Donc voilà, je peux encore vous raconter complètement comment fonctionnent les protocoles SMTP, POP3, HTTP, qui n'ont quasiment pas évolué, c'est toujours les mêmes. Tu codes avec quoi en ce moment-là? Je code beaucoup en fait avec 4D, avec 4D, et j'écris un outil supplémentaire dans 4D. 4D, son langage est extensible par ce qu'on appelle des routines externes, une forme de plugin. Et j'écris un plugin que j'appelle Internet Toolkit, ITK. Et ça, j'en ai vendu. Et ce produit-là que j'ai codé en 95 est toujours au catalogue d'une entreprise aujourd'hui qui le vend. Donc, ça fait plus de 20 ans que c'est à leur catalogue. Je ne sais pas s'ils en vendent encore. Mais je peux vous dire qu'il y a quelques années, j'ai eu un coup de fil parce qu'il y avait un bug dedans et que la boîte qui maintenant maintient le code, qui est une boîte en Europe centrale, je ne sais plus si c'est des Bulgares ou des Tchèques, je ne sais pas quoi, ils n'arrivaient pas à comprendre le bug, à le corriger. Et, moi, ça faisait 15 ans que je n'avais pas ouvert ce code, donc je dis bon, je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider. Il me décrit le bug. Je leur demande de m'envoyer la dernière version du code et je pense que j'ai mis 10 minutes pour leur dire à mon avis c'est là. Comme quoi, du code dans lequel on a bossé pendant des années, ça a imprégné très profondément. C'est incroyable. Comment tu vas intégrer Internet dans l'activité de JCR? De plusieurs façons. Une façon, c'est proposer vraiment à une nouvelle clientèle d'hébergement, des services, etc. Et alors, à partir de quand tu as de la demande pour ça? 96, 95, ouais, 96. Alors, si on regarde un peu, pour autant que tu puisses t'en souvenir, la typologie des clients, est-ce que tu as des nouveaux clients qui n'étaient pas présents sur la télématique? Est-ce que tu as des clients qui étaient présents sur la télématique et qui veulent passer au web? Chez les deux. Chez les deux. Et on a les deux offres. Parce qu'on va faire des offres hybrides. C'est-à-dire que, vu qu'on sait faire du Minitel, qu'on utilise les mêmes machines et tout, qu'on utilise les mêmes technos, on va pouvoir faire proposer des services hybrides. Un exemple de service vraiment, alors là, ultra hybride, on l'a fait pour la Caisse nationale de prévoyance, qui a fait un site Minitel, un service Minitel, un site internet et un CD-ROM, qui permettait de calculer à l'aide d'un modèle mathématique l'évolution des retraites. Et donc ce même modèle mathématique, on l'a utilisé et pour le site internet et pour le serveur Minitel. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple où je crois on a fait des choses hybrides, ça a été pour l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, l'ASFA qui existe toujours, où là on a fait un calculateur d'itinéraire sur l'autoroute qui servait, bon, je vais faire Paris-Bordeaux, et donc ça permettait de fournir des informations sur les services que vous allez rencontrer sur l'autoroute. C'est à l'époque où ils ont commencé à déployer le 107.7. C'est à peu près la même époque. Et donc là on va faire un site et web, et il me semble qu'on a fait aussi une version Minitel. À l'époque, il faut être des deux côtés. Mais alors tu me disais qu'il y a aussi des clients qui débarquent sur Internet en n'ayant pas eu de service télématique. Tout à fait. Et aussi parce que ce qu'ils vont offrir est totalement réalisable sur Minitel. On a un photographe de mode qui a lancé un service qui s'appelait Atmedia, qui permettait à des photographes de présenter leur book sur le web. On ne peut pas présenter un book photo sur Minitel. Donc, alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien quel type de services ont la nécessité de passer par le web et par la micro-informatique, avec ses capacités d'affichage. Et d'un point de vue de modèle économique, qu'est-ce que... grosse question. Alors, elle se pose au moment où... Ah, complètement. Et alors moi, j'ai vu tout un paquet de clients qui avaient des super idées, mais qui n'avaient pas de business model tenable. Donc oui, il y avait des choses qui étaient vraiment intéressantes. Et s'ils avaient eu les moyens à l'époque de tenir sur la durée et de prendre le marché, il n'y avait pas encore publicité sur Internet. Donc
C'était très difficile. Donc il fallait soit, là par exemple, le cas des books photos, bah, le business model c'était de vendre le service à des photographes. Voilà. Là il y avait un business model. On a eu un client qui proposait des services pour de location de salles dans les châteaux, les trucs comme ça. Pareil, ça coûtait cher de mettre en place un serveur web à l'époque. Donc, le seul business model qui marchait à peu près, c'était je vais faire le boulot à votre place et je vais vous simplifier ce truc-là. Aujourd'hui, où n'importe qui va pouvoir poster, se créer un site en quelques clics, soit gratuitement, soit pour quelques euros par an, c'est mort. Mais à l'époque, héberger un serveur web, ça coûte. Une ligne transfixe, la première ligne transfixe c'était une 64 kilobits. Chez Olean, ça coûtait cher, hein. Ça coûtait vraiment cher. Donc on ne pouvait pas avoir son propre serveur, c'était pas envisageable. Donc il y avait l'hébergement. Donc ça a été rentable parce qu'on faisait de l'hébergement. Et dans les clients que tu avais, il y avait des clients qui jouaient délibérément la logique de la vitrine. C'est-à-dire en ayant un site pour faire connaître une marque, pour faire connaître éventuellement des services qui n'ont pas un lien direct avec le online, mais en ayant conscience qu'ils vont toucher. Ah oui. Oui. Mais on l'avait déjà sur Minitel. Oui, mais sur Minitel, tu peux te rétribuer par la consultation. C'était pas très consulté, mais je pense que le côté je suis présent sur Minitel, il y a des informations, il y a des services, c'était vraiment... Il n'y avait pas une idée de gagner de l'argent avec ça. Il y avait ce côté vitrine. Donc, si ça peut ne rien me coûter, c'est-à-dire que les communications payent l'hébergement du truc, je suis content. À minima. Voilà, à minima. Et même si ça me coûte un petit peu, la visibilité par rapport au prix d'une publicité, c'est pas très cher. Donc, j'en ai retrouvé des sites comme ça pour une boîte, je sais pas, qui vendait des pompes hydrauliques ou des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est quand même assez éloigné du côté high-tech. Mais sur le web, on a eu ça un peu, mais ça a été plus, on était plus dans la logique, là, c'était, la bulle commençait un peu à gonfler, quoi, hein, ça a commencé, bon, ça a explosé 2000 par là. Donc après que nous, on ait déposé le bilan, ouais, il y avait une phase de décollage, quoi. Mais le nombre de clients qui venaient avec des idées où je me disais, mais ils n'ont pas de business model qui tiendra la route, ça, j'en ai vu un paquet. Et alors, dans cette courte période des années 90 pour JCA, parce que finalement, c'est quelques années. Ça a été, ouais, 3-4 ans. Voilà. Tu as vu une évolution du rapport de tes clients à Internet? Parce qu'on a dit que ça... Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, première expo où on montre des choses sur Internet, ils n'ont même pas les mots, ils n'ont même pas le vocabulaire, ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte. On leur parle d'un serveur web, ils ne savent pas ce qu'est le web. Voilà. Mais l'année suivante, l'expo suivante, ils connaissent déjà le vocabulaire. Alors, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, etc. C'est quoi la bascule? C'est 95? 95, 96, 97, je crois. C'est à peu près ça. De souvenir, c'est à peu près ça. Et puis la troisième année, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ça a pris très vite. Mais je dirais que ça a pris à peu près aussi vite que le décollage du Minitel. Sauf qu'il n'y avait pas l'effet d'entraînement et l'action de France Télécom. Je pourrais presque dire au contraire. Toi, tu étais témoin de cette volonté supposée de freiner? Il y a quand même une poule aux œufs d'or d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, ça change complètement la donne. Alors, au début où on va payer, on n'est pas du tout dans des logiques de forfait, ce qu'on a oublié, hein. Moi j'ai eu des factures sur mes lignes numéris, c'était violent, hein. On n'était pas en surtaxé, hein. Donc
c'était ni du haut débit, ni du forfaitisé, quoi. Donc après, quand la DSL est arrivée, qu'on s'est retrouvé dans des systèmes forfaitisés, bah, c'est sûr que là, la logique temps, etc., qui est la logique fondamentale dans les télécoms classiques, était complètement en rupture. Et alors donc la fin de JCA est provoquée par quoi? Oh, alors, 97? fin 98. Fin 98. Fin très rapide. On s'est aperçu... en fait, fin 97, on décide de passer un peu la seconde, de passer de SARL à SA, de faire entrer au capital d'autres personnes, d'autres entreprises, d'injecter un petit peu d'argent, etc. Parce qu'on se dit vraiment Internet, là, il faut qu'on y aille sérieusement. Et on se dote d'un directeur administratif et financier, parce que c'était pas notre truc. On était quand même une boîte où on avait 2 commerciaux. Sur les 9 personnes, il y avait 2 commerciaux, une secrétaire, et tout le reste, c'était du tech. Et là, on a commis plusieurs erreurs. La première, en fait, c'est de ne pas avoir créé une nouvelle structure pour l'activité Internet. Du coup, on n'était pas une start-up. Ça fait 10 ans, 12 ans qu'on existe. On n'est pas nouveau, on est marqué Minitel, Ancien Monde, machin et tout. Donc je pense que ça, c'est une des erreurs qu'on a commis. Et la deuxième, c'est qu'on a confié toute la gestion à quelqu'un qu'on a recruté dans un domaine qu'on ne connaissait pas et qui, en fait, n'était pas compétent. Et en 6 mois, on n'était pas très au niveau, au-dessus du niveau de l'eau. On s'est retrouvé au-dessous du niveau de l'eau. Et ça a été fatal. Donc, on va dire presque une sorte de crise de croissance, quoi. On n'a pas su basculer. Et puis, on n'avait pas non plus, une logique de développement. Voilà, mon but n'a jamais été d'être millionnaire. Donc fin 98, JCA met la clé sous la porte. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que je fais après? Je gère l'arrêt de la société, donc déjà il y a la liquidation de la société et tout, ça m'occupe. Je continue à... Alors le Minitel, complètement terminé pour moi, je ne fais plus rien sur le Minitel, c'est fini. Et je continue à travailler sur mon outil Internet Toolkit, que je continue à commercialiser. Voilà. Et puis ensuite, je lâche vraiment le pied dans l'informatique. Je fais beaucoup moins de trucs dans l'informatique. Je m'investis dans le mouvement sportif, le parapente, à la fédération de vol libre. Je m'occupe de l'informatique. J'ai pas envie de recréer une société parce que difficile à digérer. Parce que bon, on a quand même bossé pendant 13 ans, ramé et tout, et voilà, ça se digère pas comme ça, quoi. Et puis, ça n'est qu'en 2009 que je me remets en auto-entrepreneur et que je commence à refaire un petit peu de prestations informatiques par-ci par-là. Voilà, donc c'est vraiment... Sur le plan personnel, entre-temps, tu as continué à bidouiller? Ah oui, alors je continue à bidouiller, j'ai écrit des logiciels pour les compétitions de parapente, pour vérifier les vols des pilotes à l'aide de leur GPS, j'ai fait des trucs comme ça. Je me suis occupé du site internet de la Fédération de vol libre, du site de la Coupe du Monde, j'ai été président de la Coupe du Monde de parapente pendant quelques années, j'ai beaucoup voyagé, voilà, donc j'ai une autre vie, quoi. J'ai une vie un peu alternative, mais bon, toujours avec des ordinateurs sous la main. Et donc depuis 2009, auto-entrepreneur, tu reprends des activités? 2009, je remets vraiment le doigt dans l'engrenage informatique, entre autres en découvrant le projet OpenStreetMap, en basculant de plus en plus sur le logiciel libre. Voilà, et puis je me remets à fond. Et
vraie activité professionnelle, bon là je ne suis plus autonome, indépendant, etc. Donc, depuis 2014, je travaille pour un service du Premier ministre qui s'occupe d'open data, ce genre de choses, où je suis toujours un peu en mode bidouille, R&D, électron libre, et à faire des trucs que personne n'attend. Et ça fait pas mal à l'administration aussi. Donc voilà. La découverte de la communauté de l'open, elle est tardive par rapport à d'autres profils. Comment tu expliques avoir mis autant de temps à t'intéresser à l'open? Alors, je m'y suis intéressé plus tôt. Les premiers serveurs sous Linux que j'ai installés, je les ai installés en 99, donc un peu après l'arrêt de ma société. Et puis oui, c'est une prise de conscience progressive. De nature politique, technique, les deux? De nature technique au début. Il y a du code fantastique qu'on trouve, par exemple OpenSSL qui m'a permis d'ajouter le support des couches SSL à Internet Toolkit. Bon, j'y ai passé des mois pour faire que ça puisse se compiler sur du Mac parce qu'à l'époque c'était vraiment pas fait pour. Mais voilà, donc oui, j'ai grenouillé dans le code d'OpenSSL et je comprends qu'il y ait des failles encore aujourd'hui. Et puis oui, après une conscience de plus en plus politique par rapport oui, aux logiciels libres, aux données libres, à toute cette mouvance-là, mais plus récente en fait. Par contre, comme tous ceux qui arrivent un peu tard, je suis à fond. Alors ce qui est finalement un parcours assez analogue à celui de notre administration qui s'y met très tard. Aussi, tu sens un sur élan quoi, sur le logiciel libre? Sur l'open. Ah, sur l'open? Sur la publication des données. Ouh, alors ça, oui. Ouais, pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes. Moi, c'était des raisons assez mercantiles. Mes logiciels étaient protégés parce que je ne voulais pas qu'on les copie. Parce que j'avais appris avec Christelle que je n'avais pas protégé. Que oui, il y avait des gens qui le copiaient. Ça ne me dérangeait pas. J'étais content à l'époque parce que je n'avais pas d'entreprise. J'étais content qu'il y ait des gens qui utilisent mon code. C'est toujours le cas aujourd'hui. Quand j'écris du code et que je le partage sur GitHub ou autre, je suis content qu'il y ait des gens qui l'utilisent. S'il y a des gens qui en plus gagnent de l'argent avec, tant mieux. Mais voilà. Avant d'aborder le quatrième point qui est lié plutôt à ton activité de patrimonialisation technique et logicielle en particulier, finalement quand tu regardes ton parcours a posteriori, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience de la télématique? Est-ce que la télématique t'aide à penser l'actualité technologique, technologico-politique? Alors je ne sais pas si c'est des réactions de vieux cons qu'on peut avoir de temps en temps, on peut le prendre comme ça. Alors je ne suis pas trop dans le c'était mieux avant, parce que bon, c'était avoir de la 4G sur SWAT, bon, non, c'était pas mieux avant. J'ai ressorti mon bebop, non, c'était pas mieux. Par contre, il y a des choses où je trouve dommage qu'on oublie soit un savoir-faire, soit qu'on considère que c'était un peu nul parce que bon, c'était pas rapide, c'était du noir et blanc, c'était un petit écran. Oui, mais bon, c'était les contraintes technologiques qu'on avait à l'époque et on arrivait quand même à faire des trucs géniaux avec ça. Ça, je trouve que c'est dommage qu'on oublie. Ça, c'est dommage qu'on oublie. Et donc j'ai un côté... parfois je râle quand j'arrive sur des sites web qui mettent du temps à se charger alors que j'ai 30 mégabits à la maison, j'ai des machines qui sont rapides et tout, mais ça n'avance pas, quoi. Donc il y a un côté... j'aimerais bien les faire repasser à 1200 bauds de temps en temps. Et sur le rapport que le pays, l'administration a pu avoir avec le dernier grand projet technologique en matière de sciences de l'information, comment tu le vois? Là aussi, je pense qu'on a oublié ce qu'a vraiment été cette aventure du Minitel.
Il y a peu de gens en fait qui aujourd'hui connaissent vraiment l'histoire des choix politiques et technologiques qui ont été faits, que j'ai découvert aussi moi tardivement en me réintéressant dernièrement, en relisant quelques livres. Je n'ai pas encore relu le vôtre, par exemple, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà. Ce sera le meilleur pour la fin. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Ma lecture actuelle, c'est ça. Oui, donc effectivement, il y a un peu de temps pour arriver jusqu'à notre édition de 2012, parce que ça, c'est du années 80, non? C'est 83, ça. Ouais. C'est ça, oui, oui. Ça, il y a c'est, eu 2-3 livres entre-temps. Les acquis des expériences tel 3V de la C'est dynamique Marina électronique. Pongère qui a écrit ça. Et c'est génial. Et là, je vais le faire relire à des collègues d'aujourd'hui qui sont dans l'UX et tout ça, pour leur dire, hé les gars, repensez à des contraintes, revenez à des trucs plus light et tout. Parce qu'on fait des machins qui aujourd'hui sont des aberrations, quoi. Pour moi, il y a des aberrations technologiques aujourd'hui dans le développement qu'on ne voit pas parce qu'on a des machines surpuissantes. Il y a un gâchis qui est fantastique, quoi. Tu défends l'idée de la virtuosité qui passe au second plan parce qu'elle est gommée par l'augmentation de la puissance et de la vitesse. La complexité, surtout. Alors, est-ce que vous connaissez la loi de Wirth? Oui. Donc c'est la conceptualisation des obésiciels. La loi de Wirth, Niklaus Wirth, c'est un professeur d'informatique dans une université polytechnique, je ne sais plus laquelle en Suisse. Il a remarqué que ses étudiants optimisaient leur code jusqu'à un certain niveau, qui est le niveau d'exécution, de vitesse d'exécution acceptable. Du coup, ça c'est toujours à peu près constant, hein. Du coup, ça annule la loi de Moore, qui est l'augmentation des performances de la machine. Donc moi, j'ai créé une nouvelle loi, qui est la combinaison des deux, et que j'ai expliqué à mes collègues développeurs. Je dis c'est la loi de Kest. Donc c'est, si tu veux un truc qui marche vraiment vite, tu prends du code écrit il y a 20 ou 30 ans, tu le fais marcher sur des machines d'aujourd'hui. Et là, c'est une formule, un truc. Ou l'écrire à la manière il y a 20 ans, c'est encore faisable, ça aussi? L'écrire à la manière d'il y a 20 ans, c'est encore faisable, mais aujourd'hui, ça n'est plus. On est beaucoup plus dans des logiques de rentabilité. Et finalement, vous avez une application qui a besoin de beaucoup de mémoire pour fonctionner. Ok, combien coûte la mémoire? Combien coûte l'heure de développement de mon développeur? Et c'est la messe est dite, quoi. Par contre, ce qui est génial, c'est voilà, de temps en temps, on ressort du vieux code. Moi, j'utilise encore beaucoup de choses en ligne de commande avec des commandes qui ont été écrites il y a 20 ou 30 ans, des grep, des hawk, des trucs comme ça. Et on fait des trucs formidables. Est-ce que tu penses que, on peut prendre l'exemple de grep par exemple, qui est, c'est vrai, d'une puissance et d'une capacité folle à s'adapter à ce que tu veux chercher, mais on est passé à l'ère de l'utilisateur plutôt grand public que défendait également le Minitel. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on va continuer avec une élite qui est capable de comprendre la ligne de commande. Et on ne va pas demander aux gens de taper des expressions régulières dans un annuaire électronique. Mais le développeur qui est derrière, lui, il peut s'inspirer de code de ce type-là, plutôt que, on va dire, par facilité, il va tout charger dans un Elasticsearch, et puis ensuite, ça sera magique dans 80% des cas, et dans 20% des cas, il n'aura pas du tout la réponse, et il ne sera pas satisfait. Tout à l'heure, on a fait un essai sur l'annuaire électronique, la recréation de l'annuaire électronique. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme moteur d'indexation de l'annuaire, mais je trouve que ça marche moins bien que ce qu'on avait sur l'annuaire à l'époque. C'est paradoxal. On va passer à ton rôle dans la patrimonialisation de l'histoire de la télématique. Première question assez évidente. Comment ça t'est venu, cette idée de rassembler des Minitel et de recréer Comment ça m'est venu? En fait, ça m'est venu... on rappelle, 2012, Transpac s'arrête. Non, Télétel s'arrête. Télétel s'arrête. S'est arrêté cette année. Et alors, donc on a des Minitel qui sont morts. On a des Minitel qui sont orphelins du 3615 et de l'annuaire électronique et tout ça, mais qui peuvent encore se connecter en RTC sur un serveur directement. Donc, mais ça, personne ne le sait, parce que ça a complètement disparu, en fait. Télétel a
pris tout le marché. Bon, c'était assez logique, parce que c'était très très bien pensé. Vraiment très très bien pensé. Donc oui, soirée d'arrêt du Minitel qui est organisée à la cantine à Paris. Vu que je grenouille déjà à l'époque à la cantine à cause d'OpenStreetMap, bah évidemment, il faut que j'y sois. Je viens avec des Minitel, je viens avec un exemplaire de mon Christelle sur Apple II que j'ai retrouvé parce que je ne jette pas assez de choses, donc je garde plein de trucs. Donc j'avais encore des manuels d'époque, des disquettes 5 pouces d'Apple II avec mon logiciel Christelle. Je retrouve un manuel de Dragster, j'ai des modems Dragster, mais j'arrive pas à refaire fonctionner tout ça. J'ai plus d'Apple II, j'arrive pas à faire marcher mes modems Dragster pour des problèmes de protection, etc. Je suis emmerdé, je voudrais quand même montrer quelque chose. Je bidouille un truc sur une Arduino. Je fais un truc que j'appelle mini-tweet. Dès que quelqu'un tweet un truc avec un hashtag que je filtre, boum, je l'affiche sur un Minitel. C'est tout bête, hein, mais rien que ça, il y a plein de gens qui sont en extase devant ce truc-là. Et puis il y a un gars qui vient vers moi, qui s'appelle Julien, il me dit oui, j'ai un musée du Minitel aux États-Unis. Alors là, je tombe des nues, un musée du Minitel aux États-Unis. J'avais participé un peu à 101 Online. On avait été contacté à l'époque, mais bon, on avait vite compris qu'on n'avait pas grand-chose à faire dans ce projet-là. Et Julien me dit bah, si tu as des documents, machin, ça nous intéresse pour le musée, pour l'archiver, pour préserver, tout ça. Et là, je prends conscience de ce besoin de préserver. Je lui refile mon exemplaire de Christelle, parce que j'en avais d'autres. Et puis là, bon, quand même, un de ces jours, il faut que j'arrive à refaire fonctionner ça, quoi. C'est pas possible. Et puis bon, j'ai remis ça de côté parce que j'étais occupé sur plein de trucs, voilà. Et puis, bah, c'est retombé quasiment par hasard au printemps dernier, en fouillant autre chose dans mon bazar. Je retombe sur mon bac de disquettes d'Apple II. Est-ce qu'elles sont encore lisibles? Du 5 pouces 1 quart. Voilà, du 5 pouces 1 quart. Est-ce qu'elles sont encore lisibles? J'ai plus d'Apple II. J'ai encore des lecteurs de disquettes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus d'Apple II. Bon, je regarde sur eBay. Ça vaut combien un Apple II d'occasion aujourd'hui sur eBay? Oh, j'en vois un. Je vois un Apple IIc, les transportables. Les bacs portables, dans le sens où il n'y a pas d'écran. 150 €. Allez hop. Allez. Et puis, bah ouais, première disquette. Oh, ça se lit, super. Et puis après, bah, j'ai acheté de quoi transférer ça sur des cartes SD, de quoi mettre ça sur des ordinateurs d'aujourd'hui, etc. Le faire tourner dans un émulateur, enfin voilà. Refaire revivre tout ça. Je découvre aussi sur Facebook un groupe bien actif, Apple II France et Apple II Enthusiast, qui est un groupe anglais. Alors, les mecs qui sont à fond. Je me sens petit joueur par rapport à ces projets-là. Je découvre un autre groupe qui s'appelle Ordinosaur. En fait, je suis pas tout seul à m'intéresser à ça. Par contre, au Minitel, ben, il n'y a pas grand monde. Et puis Julien, on continue à échanger de temps en temps, on se tient au courant, je vois des tweets de temps en temps. Et puis, bah, je décide d'essayer franchement de refaire tourner mon serveur sur Apple II. Ça me prendra du mois de mai à peu près. Le serveur, je crois qu'il a tourné le mois de septembre. Donc le temps de racheter un Apple II, de retrouver une carte Apple Tel, alors ça c'était le truc le plus compliqué, de restaurer un backup de mon fameux disque dur partagé de l'époque, qui tenait sur 30 disquettes. Donc est-ce que les 30 disquettes vont être lisibles? Avec quel logiciel est-ce que j'ai backupé ça? Il faut que je retrouve le bon logiciel, que je restaure le truc. Je n'ai plus de disque dur sur Apple II, bien sûr, on n'en trouve plus. Par contre, mon petit émulateur de lecteur de disquette, il fait aussi émulation de disque dur. Et l'émulateur sur mon PC émule aussi les disques durs. Donc en fait, je vais transférer toutes mes disquettes sur ma carte SD, que je vais transférer sur mon PC, dans lequel je fais
tourner l'émulateur avec le logiciel de backup, avec un faux disque dur émulé. Je restaure dessus et ensuite cette image, je la remets sur ma carte SD pour la faire tourner sur mon Apple II. Et le truc il marche. Est-ce que tu dirais que la consultation que tu as réussi à remettre en place sur l'Apple II se fait dans des conditions qui étaient celles au moment de la production? Je parle en matière de vitesse. Ah oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est la même machine, c'est toujours un 6502 à 1 MHz, il y a toujours 64 K de RAM dans la machine. L'émulation de disque dur ne va pas plus vite parce que ça passe par une carte de l'Apple II qui, elle, fonctionne comme elle fonctionnait à l'époque. Quelle est ta position par rapport à la recréation émulée qui introduit parfois des changements dans l'expérience utilisateur? Est-ce que tu es un maximaliste? Tu considères qu'il faut aller, comme tu l'as fait, redénicher un Apple II sur eBay ou... Franchement, j'ai pas de religion par rapport à ça. Je pense que quand on peut préserver le matériel et tout, il faut le faire. Mais parfois, l'émulation, c'est une façon de préserver le matériel. Parce que là, si je fais tourner mon serveur sur Apple II 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bon, ça veut dire quand même qu'une machine qui a une trentaine d'années, il faut qu'elle tienne le choc à rester allumée en permanence. C'est pas évident. Donc, le faire tourner en émulation, c'est une façon de préserver aussi la machine elle-même. Je pense que ne faire que de l'émulation et oublier le matériel, c'est dommage. Ne faire que du matériel et ne pas avoir recours à l'émulation, c'est dommage aussi. Il faut prendre le meilleur des deux. Et si possible, essayer de faire les deux. Et là, par exemple, sur les serveurs sur Mac, donc, dans un premier temps, je suis parti complètement pour le refaire fonctionner à l'identique sur le matériel. L'Apple II, j'ai fait la même chose. Mais là, sur le Mac, je viens de tester le résultat, mais en émulation avec Basilisk. Ça marche. Maintenant, le problème, c'est comment je fais pour piloter du hardware depuis mon matériel. Donc, ça va être les prochaines étapes que je vais explorer. Parce que ce matin, j'étais avec pas mal. On est super intéressé par mes trucs multivoix, Dragster et tout ça. Je leur dis, moi, j'ai 4 modems, mais j'en ai que 4. Et bon, il marche très bien, c'est indestructible parce que c'était vraiment une fabrication avec une logique industrielle. C'était pas du matériel grand public, hein, c'était vraiment du matériel industriel. Parce que WIT, la boîte qui faisait ça, c'est un pan aussi qu'on a complètement oublié du Minitel, il faut quand même que j'en parle. C'est l'utilisation du Minitel comme terminal par rapport à des applications de télégestion, de téléalarme, de trucs comme ça. Et j'ai récupéré un lot de Minitel qui était utilisé à la SNCF. Contrôle de processus. Contrôle de processus, contrôle de tout leur système. Et donc ils s'utilisaient encore il y a, je sais pas, il y a 5 ans, un truc comme ça, parce que ça dépendait pas du tout de Télétel, de Transpac, de tout ça. Donc eux, ils l'utilisaient encore. Et WIT, la société qui faisait Dragster, qui fabriquait les modems, qui faisait tout ça, leur SAV aujourd'hui, et leur hotline, ils ont encore quelques Minitel, parce qu'ils ont des clients qui ont toujours des boîtiers de télégestion de cette génération-là, qui ont 25 ans, mais les trucs, ils marchent encore, quoi. Ils les utilisent encore, parce que ça fait encore le job. Donc, je vais en récupérer, ils doivent m'en envoyer. Et ça m'intéresse aussi de préserver ce côté qui est beaucoup moins connu. Il y a aussi le côté péri-informatique. Les imprimantes Minitel, les lecteurs de cartes, les stylos optiques de lecture de code barre, pour lire les trucs dans un catalogue. Il y a eu plein d'usages qu'on a oubliés parce que on a été aveuglé par un truc qui est le Minitel Rose. On n'en a pas parlé beaucoup, mais je pense que le Minitel Rose, c'est une des choses qui fait que on a voulu un peu oublier. On n'a pas publié tous les chiffres très précisément sur les heures, les machins, les bidules, combien ça rapportait, etc. Parce qu'il y a un côté un peu honteux avec ça. Et ça masque plein de choses qu'il y a eu derrière. Dernière question sur aujourd'hui l'aspect ringard de la télématique et du Minitel.
Il suffit de se promener un peu sur Twitter pour voir que la plus grande partie des occurrences de Minitel télématiques est utilisée pour dénigrer un État considéré comme sous-développé, actuel, centralisateur. Censeur. Comment toi tu vois ton projet de préservation par rapport à ça? C'est-à-dire que est-ce que tu es juste dans un projet de résurrection de l'expérience utilisateur, des matériels, du logiciel, ou est-ce que tu disais la télématique c'était très plastique, très divers, ça s'adaptait à plein d'usages. Il y a aussi une volonté de défense de ce que ça a été. Je m'en fous un peu. Ça me semble anecdotique. Et oui, il y a quand même une volonté de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Pour ça, je trouve que le bouquin de Julien et Kevin est très très bien, parce que il repose vraiment, il remet les pendules à l'heure sur plein de sujets. Et ça me semble vraiment une bonne chose. Ne voir qu'un côté grand plan de l'État, etc. Non, c'est vraiment, je crois que le mot qui s'adapte le plus, c'est un grand plan hybride. C'est très hybride comme truc. On favorise, on installe un terreau pour que des choses puissent se développer dessus, mais c'est pas nous qui allons les développer directement. Donc on met des terminaux dans les foyers, on met en place une infrastructure, on met en place une plateforme. Et après, la fourniture de services, de contenu, c'est pas l'État, et l'État le contrôle assez peu finalement. Parce que sinon les messageries ne se seraient pas développées. Si l'État n'avait pas voulu développer les messageries, ça ne se serait pas développé. Elles ont pu se développer. Il y a plein de choses qui se sont développées où on a un peu... Il y a eu aussi à la même période, dans les messageries, il y avait des messageries spécialisées, les messageries gays par exemple, et tout ça. Il y a un côté liberté quand même qui a été très très fort. Guépier a été Guépier, la première. Voilà, il y en a eu plein d'autres. Et donc, oui, moi je vois vraiment un côté, un terreau installé pour qu'ensuite puisse se développer quelque chose. Là où aujourd'hui, la politique de l'État dans ce domaine-là me semble beaucoup moins cohérente. Quoi. Les startups, c'est bien gentil, mais bon, ok, c'est des nouvelles entreprises, quoi. C'est des idées plus ou moins farfelues, comme nous, on pouvait avoir des idées plus ou moins farfelues. Il y a des grands trucs où on s'est bien planté derrière parce qu'on a fait des choix où, en fait, comme voilà, le plan informatique pour tous ou des trucs comme ça, on a voulu favoriser des industriels hexagonaux, quitte à faire des choix technologiques qui n'étaient pas apprendre le LSE aux gamins à l'école, quand même, c'est politique, quoi, c'est pas formateur. Le logo, c'était moins con déjà. Ou le Basiquois. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont oublié le Basiquois. Mais on n'a plus de plans comme ça. Je pense que c'est un peu dommage. Alors, il ne faut pas faire des plans hyper structurés, machin, on va pas refaire un plan calcul, hein. Mais avoir une politique qui se tienne qui soit un peu visionnaire. J'ai lu aussi récemment le rapport de Raminck, que je n'avais jamais lu. Tout n'est pas bon dedans, mais franchement, je pense qu'il y a les 3/4, c'est énorme. Le truc sur lequel ils sont plus plantés, c'est le rôle du satellite. Ils ont beaucoup visé sur le spatial et tout, alors qu'en fait, en termes de télématique, le satellite, ça a été marginal. L'observation de la Terre a été beaucoup plus importante pour le satellite, donc pour la géo, l'autre domaine qui m'intéresse. Mais voilà. Et j'ai compris aussi en lisant, en documentant petit à petit, et puis en creusant tout ça, que en gros l'État, le gouvernement a fait 2 choix successifs. Le premier qui a été, est-ce qu'on essaye de pousser une industrie de la micro-informatique ou une industrie des télécommunications? Ils ont choisi les télécoms, avec le côté satellite, avec le côté télécommunication. On a eu des bons fleurons de la télécommunication, alors qu'on a été mauvais en informatique, ça c'est assez clair. Alors, je parle de matériel. En logiciel, on n'était pas mauvais. En matériel, on n'était pas top. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on installe dans tous les foyers?
Et là, 3 choix. Le visiophone, qui n'était pas au point. Télécopieur. Le fax, c'était quand même assez limité dans ce qu'on pouvait faire avec. Ou le Minitel. Ben, voilà, le Minitel, le meilleur choix des 3. Christian, merci De rien. pour cet entretien.